Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent, mais pas que. Ce soir, le débat est consacré à l'actualité internationale et plus précisément Russie-Ukraine. Trump peut-il mettre fin à la guerre ? Alors que Kiev entre dans sa 3e année de conflit, la scène géopolitique mondiale connaît de profondes transformations. C'est un acteur clé de ces évolutions est désormais Donald Trump. Ses déclarations récentes soulèvent de nombreuses questions. Peut-il vraiment jouer un rôle de médiateur et mettre fin à ce conflit dévastateur? Ses menaces de sanctions économiques contre la Russie ainsi que sa position plus accommodante vis-à-vis de Moscou marquent un tournant qui pourrait bouleverser les relations entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine. Pour en parler ce soir, je suis entourée de Maki Oumed Gaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique mais également membre de la dynamique unitaire panafricaine. Face à vous ce soir, Frédéric Tchoungui, analyste politique. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, messieurs. On va rentrer directement dans le vif du sujet, peut-être revenir sur ce coup de téléphone qui a tant fait parler. C'était l'un des coups de téléphone le plus attendu peut-être depuis l'année 2025. Au bout du fil, Donald Trump face à Vladimir Poutine. Beaucoup d'attentes et finalement des résultats pour certains qui n'étaient pas à la hauteur des attentes. Au sortir justement de ce coup de téléphone, un cessez-le-feu partiel pour un mois, uniquement des frappes qui visaient des infrastructures énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut dire, Frédéric Tchoungui, du résultat justement de ce coup de téléphone ? Alors, je pense d'abord qu'il faut faire la comparaison un petit peu avec l'administration Biden. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Donald Trump a réellement, lorsqu'il arrive au pouvoir, on se rappelle pendant sa campagne électorale, il a dit qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour. Bon, c'était une manière de dire, de se positionner comme étant, en tout cas recherchant à être un acteur de la paix. Il faut aussi savoir que derrière, il souhaite être nommé prix Nobel de la paix. C'est un de ses leitmotivs. Mais on voit qu'il y a déjà, au niveau des deux administrations, il y avait déjà réellement une totale, on va dire 180, on a fait un mouvement à 180, une politique totalement différente. Maintenant, concernant le bilan de Donald Trump par rapport à la fin de la guerre en Ukraine, premièrement, il se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a d'abord l'enjeu du territoire ukrainien dans sa toute globalité. C'est-à-dire que, est-ce que si on fait partie de la Russie, est-ce qu'il garde le Donbass ? Est-ce qu'il garde une grande partie du pays ukrainien est-ce que les Ukrainiens sont prêts aussi à laisser en gros cette partie-là aux Russes ? Donc en fait, il y a beaucoup d'enjeux auxquels je pense qu'il n'a pas pensé. Et sa politique qui est assez imprévisible parce que, comme vous l'avez dit, premièrement, il gronde les Ukrainiens. On a fait venir. On se rappelle justement cette séquence dans le bureau ovale. Exactement. Monsieur Volodymyr Zelensky est venu, il s'est assis, on lui a parlé comme si c'était un enfant de 2 ans. On parle de leçons de communication. On ne sait pas d'ailleurs vraiment quelle interprétation faire, mais je vous laisse poursuivre. Tout à fait. Et donc, en fait, à partir de là, ensuite, on voit qu'il y a des rétro-pédalages parce qu'il s'était dit, finalement, on ne va pas tant sanctionner l'Ukraine que ça parce que finalement, c'est plus complexe. Donc, on est toujours dans ce 2 poids de mesure, un petit peu un jeu de communication et surtout, ce qui est important de marteler, c'est qu'il est très imprévisible dans sa communication et surtout dans ses actes. Maki, je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce coup de téléphone ? Un coup de téléphone inutile quasiment, puisqu'il n'a pas abouti aux promesses qui étaient faites. Il faut un peu revenir aussi sur la personnalité de Donald Trump. Donald Trump, est-ce que lui est en paix avec lui-même en quelque sorte ? On n'a pas l'impression. Il est entré dans l'action politique américaine avec une agressivité personnelle. Personnelle, et qu'il a déployé aussi un peu au niveau mondial. On y reviendra peut-être avec les accords commerciaux qu'il va modifier, avec un tas de pays avec lesquels il va rompre des relations douanières, etc. L'appel à Vladimir Poutine téléphonique, c'était aussi, je pense, uniquement une sorte de communication pour montrer que lui, il est capable de parler à chacun et de passer par outre l'Europe, où est située en réalité l'Ukraine. Donc c'est un peu un pied de donner à tout le monde. C'est une communication toujours dans le cadre de son autorité
qu'il veut instaurer, parce qu'il est nouveau dans la politique par rapport à d'autres politiciens, notamment le président Vladimir Poutine. Donc il veut montrer que même s'il est là depuis peu, il a plus de pouvoir que tout le monde, il a plus de moyens. Est-ce qu'il a véritablement plus de pouvoir? On sent que quand même Donald Trump, il a son propre tempo. Quand il dit qu'il veut résoudre le conflit en 24 heures, c'est finalement une résolution unilatérale finalement presque du conflit. Face à lui, on a un Vladimir Poutine qui arrive lui aussi à son rythme et à qui on ne peut pas imposer finalement une cadence. Est-ce que Trump a été trop ambitieux justement face à... Est-ce qu'il a sous-estimé peut-être un Vladimir Poutine fidèle à sa posture? En fait, il faut repartir à la genèse de sa campagne électorale. C'est-à-dire qu'il a dit quel était son slogan, « Make America Great Again ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il est important que l'Amérique joue les premiers rôles, les premiers plans dans les conflits internationaux, surtout dans le conflit qui lie, entre guillemets, l'Ukraine et la Russie, en réalité l'Europe et la Russie. Donc, en fait, la manière dont il se projette avec agressivité et en remettant en cause beaucoup de traités qu'il a, d'une part avec les Européens, mais aussi avec les pays asiatiques, ça démontre bien qu'il est dans une démarche de démontrer que les Américains ont toujours les cartes en main pour pouvoir imposer et instaurer soit la paix, soit la guerre. Vous voyez, ça se voit aussi, par exemple, dans les conflits au niveau de l'Afrique, juste pour faire un petit rapport. On voit que les États-Unis se projettent aussi et veulent, entre guillemets, instaurer la paix ou bien continuer, à avoir la main mise sur l'ensemble des procédés qui amènent soit la paix, soit la guerre. Donc, il est totalement, en réalité, dans le narratif qu'il a construit autour de sa personne, autour de sa politique. C'est-à-dire qu'on est dans la recherche de l'Amérique. Et dans les premiers plans, l'Amérique est la première puissance mondiale économique et politique et militaire. Nous sommes dans une idéologie où nous allons nous projeter dans le monde et nous allons faire la pluie et le beau temps. Et donc, c'est sa démarche aujourd'hui. Oui, pour finir sur l'Ukraine, je crois que lui, le coup de téléphone, c'était vraiment pour dire à l'Ukraine, vous dépendez de nous, vous êtes en train d'être vaincus dans la guerre, donc il n'y a que nous qui pouvons encore sauver les meubles chez vous. Alors, un, vous nous donnez les terres rares, oui, et deux, vous arrêtez, vous abandonnez un peu à la Russie la partie qu'ils ont occupée, le Donbass, parce que c'est une région russophone. Parce que Trump, il a aussi cette façon de voir la politique géographique sous l'angle communautaire. Et troisièmement aussi, il n'y a que cet accord que vous pouvez avoir puisque vous êtes vaincu. Donc c'est une menace, c'est un coup de téléphone menace à l'Ukraine et qui a réussi puisque Vladimir Poutine a été obligé, Zelensky a été obligé d'accepter. Alors juste pour rebondir, et je trouve que c'est important, vous avez parlé d'un élément important tout à l'heure, vous avez parlé de l'Europe. Et c'est la place de l'Europe en réalité qui est remise en question dans l'ensemble de ce simulacre en réalité mis en place par Donald Trump pour exposer l'Europe. Parce qu'aujourd'hui l'Europe, vous avez dit un terme qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les États-Unis sont passés outre l'Europe pour aller directement négocier avec Vladimir Poutine, alors que l'Europe est censée être l'avant-garde du conflit en réalité qui est instauré. C'est-à-dire que c'est eux les garants en réalité de la stabilité européenne. Mais on se rend compte qu'ils n'ont malheureusement pas mis en place les politiques nécessaires pour pouvoir être autonomes militairement et qu'ils ont besoin de l'aval des États-Unis. Et le fait que les États-Unis les outrepassent, en réalité, ça les infantilise et ça leur met dans une situation qui est très délicate. C'est pour ça que par la suite, le président Emmanuel Macron et ses pairs ont organisé tout un nombre, je crois, 2, 3, 4 sommets où ils se sont rencontrés, que ce soit à Paris, que ce soit dans différents pays. Donc en fait, surtout le grand perdant en réalité de ce coup de téléphone, pour revenir sur le sujet, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe a totalement été exposée et on se demande aujourd'hui si l'Europe est encore valablement capable de pouvoir assurer sa propre sécurité. Pour l'instant, la réponse est non, malgré le front commun qu'ils ont voulu démontrer à la télévision, malgré le consensus qu'ils ont essayé, malgré le fait qu'ils ont essayé de réellement montrer qu'ils sont solidaires les uns des autres. On se rend compte que la politique militaire de l'Europe n'a pas été assez implémentée depuis la chute, on peut dire, pas du mur de Berlin. On va plutôt revenir au 2001 avec les deux tours jumelles. À partir de là, l'Europe a délaissé en réalité sa sécurité aux États-Unis.
Vous l'avez dit, la volonté de Donald Trump à travers ce coup de téléphone, mais plus largement celle de médiateur justement dans ce conflit, c'est aussi d'asseoir la puissance états-unienne, américaine sur la scène internationale. Et on comprend d'ailleurs que dans ce conflit armé qui oppose l'Ukraine et la Russie, finalement, ça reste une guerre d'influence. Est-ce que, Maki, si Vladimir Poutine avait justement décidé de résoudre lui aussi ce conflit en 24 heures, ça l'affaiblirait pas finalement sur la scène internationale? Effectivement, comme vous dites, Donald Trump a besoin de cette guerre pour exister, pour marquer ses pions. Et aussi, surtout, il y a un jeu politique de stratégie. Il calme les choses sur le front russe, visiblement pour mieux s'attaquer à la Chine et à l'Iran, qui veut désolidariser un peu de la Russie. Ça, c'est une stratégie de long terme, parce qu'il y a très peu de stratégies de long terme. Trump, c'est du court terme, c'est du moyen terme, et là, c'est un peu du moyen terme quand même. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, sa stratégie de pouvoir s'applique de cette façon. Donc, avant de s'attaquer sérieusement à l'Iran et à la Chine, à l'Iran, voire militairement, il va un peu geler la situation en Russie, si bien que s'il arrive dans son mandat des 4 ans à vaincre, par exemple, l'Iran et la Chine, est-ce qu'ensuite il tiendra promesse à la Russie? C'est même pas sûr. Surtout que l'Europe sera là pour monter les enchères et pour se positionner plus fortement qu'aujourd'hui. C'est vrai, on n'a aucune garantie finalement. Oui, on n'a aucune garantie, mais juste pour rappeler, il faut rappeler que le conflit qui lie la Russie et l'Ukraine, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, dans sa tête, elle devait faire une guerre éclair. Ça devait être un conflit qui devait être réglé en quelques mois. On s'est rendu compte aussi, et je pense que c'est peut-être là où la Russie, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à négocier, c'est qu'on s'est rendu compte que la Russie n'est pas aussi forte que ce qu'elle dit en réalité, parce que la riposte ukrainienne, même si effectivement ils sont soutenus par les États-Unis, et que s'il y a un conflit russe-Ukraine sans l'aide des États-Unis, on connaît tous le sort, on sait que les Ukrainiens ne vont pas tenir. Mais la Russie est aussi en train de perdre beaucoup dans cette guerre. D'abord, d'un point de vue humain, il y a des milliers et des milliers de soldats russes qui sont tués au front. Il y a aussi l'enlisement de la guerre. Vous savez qu'une guerre, c'est bien quand elle démarre, mais le fait qu'elle s'enlise dans le temps, en réalité, ça affecte d'une part le moral de la population, ça affecte le moral des troupes, et on se rend compte que finalement, la propagande qui a été lancée, comme quoi nous sommes le grand peuple russe, nous allons terminer cette guerre rapidement, on se rend compte que ça ne tient plus. Donc, je pense aujourd'hui que le président Vladimir Poutine... De fait, il est affaibli. Exactement. Je ne pense pas qu'il soit affaibli au Kremlin, mais je pense qu'il est affaibli de manière sur la scène internationale. Vous savez, on a gelé les actifs des grands barons de son gouvernement. Donc, je pense qu'il aurait plutôt intérêt à négocier. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il a posé ses conditions au président Donald Trump, qui se rend compte que effectivement, les conditions de la Russie ne coïncident pas du tout avec celles de l'Europe, donc il faut essayer de trouver un compromis rapidement. Oui, cet appel, c'était un oui mais, c'était pas finalement exactement. Oui, on va résoudre le conflit, non, c'est oui mais avec des conditions que vous venez de citer. Moi, je voulais un peu ne pas aller dans le sens de Frédéric, parce que est-ce qu'il a affaibli Poutine? Certes, à court terme, militairement, il peut être affaibli, mais en réalité, il y a au niveau mondial tout un positionnement autour des BRICS sur une autre façon de gérer le monde. Et ce monde-là, ce monde parallèle, qui est en croissance économique, politique, géostratégique extrême, ce monde-là, parallèle, compte beaucoup sur la Russie, sur Poutine. Et ce monde-là, très souvent, on n'a pas du tout condamné l'annexion de la région. Vous pensez à qui, par exemple, moi, au continent? Je pense aux pays africains, je pense bien sûr à la Chine. Et donc, par rapport à cela, il n'est pas isolé. En fait, la Russie n'est pas isolée. Simplement, c'est une stratégie plutôt de long terme. Je pense que la Russie est consciente également de cette situation, qu'à court terme, elle va serrer le possible, mais à moyen et long terme, elle va retrouver un élan avec les pays des BRICS, les pays du Sud global, qui ont quand même intégré la Russie, bizarrement, d'un point de vue humain, la Russie est considérée comme l'héritière du socialisme, donc c'est pour ça qu'elle a été intégrée.
dans le sud global, dans le sud Asie-Afrique. Et ce grand groupe aujourd'hui qui s'est organisé autour des BRICS peut être un vrai pilier qui va qui va limiter le pouvoir des États-Unis et le pouvoir aussi et de l'Europe, le pouvoir un peu de ce qu'on appelle l'Occident. Moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que les échanges commerciaux mondiaux se font toujours en dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le dollar, les États-Unis, leur force en réalité, c'est leur monnaie. Enfin, leur force, une partie de leur force. Ça veut dire qu'ils contrôlent l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il y avait des sanctions qui auraient dû être faites, qui auraient voulu. Enfin, ils ont parlé de sanctions contre l'Afrique du Sud, qui avait commencé à parler. Enfin, il y avait eu le problème avec les Afrikaners. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, en fait, le fait que le dollar américain soit toujours quand même la monnaie, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est lié, in fine, fait en sorte que l'Amérique en réalité a toujours quand même la main mise. L'Amérique et ses partenaires ont quand même la même mise. Effectivement, il y a un glissement qui se fait sur le long terme, mais je pense qu'il vaut mieux pour la Russie être en bon terme avec les pays occidentaux. Deuxième chose, vous savez, bon, au-delà de la guerre, effectivement, il y a toujours des accords économiques qui sont entre la Russie et les pays européens. Vous savez, par exemple, l'Allemagne achète son gaz à la Russie, principalement. Donc, c'est plutôt, quand je parle de manière isolée sur la scène internationale, je parle surtout du fait, par exemple, que vous savez, aujourd'hui, M. Vladimir Poutine ne peut quasiment plus sortir de son pays parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Donc, en fait, il y a tous ces petits désagréments-là qui en réalité font bout de neige, dans le sens où il y a beaucoup de restrictions qui sont mises en place par rapport aux actifs russes aussi. Quand on parle de finances, les actifs des oligarques russes sont gelés à l'extérieur, ce qui fait qu'ils sont réutilisés même pour financer la guerre en Ukraine par les Occidentaux. Donc en fait, il y a tout ce jeu diplomatique et financier qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je maintiens que la Russie reste quand même isolée. Pour rebondir sur justement l'Afrique, puisque vous en parliez à l'instant, Makaïla, on sait que l'Afrique subit... Maki, excusez-moi. On sait que l'Afrique subit d'une certaine façon les répercussions économiques du conflit en Ukraine. On pensait au blé, par exemple, ces dernières années, et on sait que les pays sahéliens regardent évidemment ce conflit-là et la position de la Russie au vu de ces partenariats. Est-ce que avec la montée, par exemple, des denrées alimentaires, l'instabilité énergétique, le continent africain peut jouer un rôle dans la résolution diplomatique de ce conflit? Et vous parliez des BRICS tout à l'heure, avec la position notamment de l'Afrique du Sud. Voilà, tous ces nouveaux pays, tous ces nouveaux cadres, AES et futures nouvelles CEDEAO, mais aussi les BRICS en général, sont de plus en plus à même d'être un terrain diplomatique. Par exemple, aujourd'hui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine se discute en Arabie Saoudite. Par la volonté des États-Unis pour l'instant, mais en réalité, l'Arabie Saoudite fait partie des nouveaux BRICS. D'ailleurs, si Trump a voulu négocier la paix de l'Ukraine et de la Russie en Arabie Saoudite, c'est peut-être certainement, d'une part, pour qu'elle finance cette paix-là, puisque c'est un pays donateur de fonds extraordinaire, mais aussi peut-être pour être présent, pour ne pas être absent dans les BRICS. La Saoudie est quand même le principal financeur des BRICS, en même temps qu'elle finance les États-Unis. C'est un pays pivot, c'est un pays qui continue son recherche plus que d'autres pays. Donc cette réalité-là, l'Afrique aussi est liée, puisque les pays de l'AES, et pas que les pays de l'AES, sont tous en train de nouer des relations politiques, diplomatiques, économiques avec la Russie, militaires aussi. Militaires surtout. Même. Voilà, cela redonne, je crois, une place importante à la Russie dans le continent africain. C'est pas suffisant, ces relations-là? Moi, je vais d'abord revenir, parce qu'il faut contextualiser. Premièrement, nous, d'abord, en tant qu'Africains, on n'arrive pas à gérer nos propres conflits. Pourquoi nous jouerions un rôle dans les conflits extérieurs? Je prends par exemple le cas de très récemment où le président Tshisekedi et le président Kagame n'ont pas entamé de dialogue réellement sur le continent africain. Ils sont allés le faire au Qatar. Donc en fait, et deuxième chose, on sait que l'Afrique du Sud a pris la présidence du G20 aujourd'hui, mais on sent bien que finalement, elle n'a pas réellement les cartes en main, dans le sens où vous avez eu le conflit que j'ai évoqué un peu avant avec les États-Unis, qui démontre bien que les États-Unis ont un agenda et il vaut mieux s'y conformer si on veut continuer à garder ces relations diplomatiques, économiques avec eux.
Donc l'Afrique aujourd'hui n'est pas en capacité en réalité de gérer ses propres conflits. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'une seule de gérer les conflits internationaux de grande ampleur, parce qu'on ne parle pas d'une seule et même voix finalement. Et nous avons normalement une instance comme l'Union africaine qui devait se porter garante de la voix de l'ensemble des Africains et pouvoir peser sur la scène internationale, mais elle-même, elle n'est pas en capacité de le faire. Donc pour l'instant, aujourd'hui, malgré toute cette défiance au niveau des matières premières, au niveau de l'économie mondiale et des conflits mondiaux, l'Afrique n'a pas les capacités aujourd'hui de pouvoir jouer un rôle de médiateur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de puissance militaire. En réalité, on n'a pas l'arme nucléaire dissuasive. On n'a pas quand on parle du côté militaire, parce que c'est surtout ça, même politiquement et diplomatiquement, économiquement, nous ne pesons pas dans les échanges mondiaux. Donc on ne peut pas mettre en place par exemple des embargos économiques par rapport à telle et telle zone puisqu'on ne pèse pas économiquement sur la scène internationale. Donc pour conclure, l'Afrique n'a pas les cartes en main pour gérer un conflit de cette ampleur. Macky. Oui, ce que cela m'inspire comme réflexion, ce que vous dites, c'est qu'en réalité, Trump, à force de faire la politique telle qu'il le fait aujourd'hui, il a créé une situation un peu nouvelle. Bien malgré lui, il a complètement écarté les vieux continents européens, voire d'autres pays comme le Canada, de la scène mondiale, en tout cas à la tête. Également en conflit, parce que finalement Trump s'isole aussi diplomatiquement. Voilà, mais cela fait la place à d'autres pays qui vont profiter de cette brèche pour continuer d'exister. Si l'Afrique, avec l'OIS, avec d'autres, mais aussi avec les BRICS, arrive à occuper ce nouvel espace, en tout cas arrive à essayer de tendre vers ce nouvel espace, il y a moyen d'exister plus fortement. Récemment, il y a eu une proposition de l'Union européenne d'élargir l'élément permanent du Conseil de sécurité, et là, il y aura 2 pays africains qui vont intégrer, l'Inde qui va intégrer, bien sûr l'Allemagne aussi. Ça encore, c'est un pas de plus pour équilibrer les pouvoirs au niveau mondial. Je pense que l'Afrique doit rester optimiste. Ce jeu étrange, ce jeu imperceptible, insaisissable de Trump peut, même par accident, donner de la place à l'Afrique et aussi au sud global. Non, moi je ne pense pas. Vous voyez sourire, oui. C'est insuffisant selon vous? Non, oui, bien sûr que c'est insuffisant. Cette brèche, elle est illusoire. Donner 2 places à l'Afrique en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, déjà on n'a pas de droit de veto. Donc en fait, c'est comme si on était juste, lorsqu'on va nous donner ces places, elles seront juste consultatives. Mais in fine, ce sont les 5 pays qui ont le droit de veto, qui vont décider. Donc c'est pour ça que les problématiques que nous avons en réalité sur le continent africain fait en sorte que nous aurons du mal en réalité à peser dans les débats parce que nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés parce qu'on ne pèse pas. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, pour se donner bonne conscience, vont nous permettre d'avoir plus de place au Conseil de sécurité de l'ONU ou bien plus de place dans les diverses assemblées en réalité que eux dirigent, feront que nous pesions sur cela. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'AES. Je pense que l'AES, en tout cas si on parle de conflits internationaux, on est bien dans cette logique-là parce qu'on ne parle pas des conflits intra-africains, où là je pense qu'effectivement l'AES pourrait jouer un rôle. Mais l'AES a tellement de challenges aujourd'hui, d'abord à l'intérieur de sa constitution elle-même, les challenges qu'elle a avec la CEDEAO, et ensuite plus longuement avec l'Union africaine qui les a suspendus, si mes informations sont bonnes, fait en sorte qu'elle aura du mal à peser dessus. Et on voit qu'il y a déjà donc cette fracture, c'est pour ça que je l'ai martelé tout à l'heure, très important de le dire, il y a cette fracture intra-africaine en réalité, c'est-à-dire que l'AES ne va pas dans le sens de la CEDEAO, eux-mêmes, ils ont des agendas déjà différents. Les pays de la CEMAC sont assez moribonds. Au niveau de l'Afrique de l'Est même, il y a pas mal de légers conflits. Je prends par exemple l'Éthiopie, dans le Tigré en réalité, au sein de l'Éthiopie. Donc en fait, il y a tous ces petits conflits qui me laissent à penser que pour l'instant, l'Afrique n'est pas prête à peser sur la scène internationale. Vous voulez répondre, Macky? Oui, juste pour dire que en réalité, l'AES est un symbole mais montre combien l'Afrique se cherche. Et dans cette dynamique de chercher une nouvelle position sur la scène mondiale, il y a une avancée. Et Trump apporte des billes, bien malgré lui.
C'est un premier pas, peut-être à suivre, évidemment. On va poursuivre justement le débat. On prend d'abord une courte pause, on revient dans un instant sur Vox Live. Le débat se poursuit, on va essayer de décrypter à présent, on va refaire un petit bond en arrière, on l'a évoqué en début d'émission, cet échange qui a eu lieu le vendredi 28 février, c'était à la Maison Blanche, vous l'avez probablement vu, cette séquence elle a été diffusée, relayée sur toutes les télés du monde entier et sur les réseaux sociaux, et on y voit un Donald Trump virulent auprès de Volodymyr Zelensky qui quitte le bureau ovale brutalement. On va essayer de lire justement, d'essayer de comprendre. Frédéric Tchoungi, comment est-ce que vous interprétez cet échange et quel impact ça a eu justement sur le soutien, sur la relation américano-ukrainienne? Alors, moi, comment j'ai vu cet échange, en réalité, c'était totalement une mise en scène. C'était une mise en scène à la Donald Trump, mais aussi à la Elon Musk, même s'il n'était pas là. Mais on sent la patte du personnage, on sent que ces deux personnages quand même qui ont la même vision de la politique, c'est-à-dire que c'est une grande scène. Et en fait, ce qu'il a réalisé devant les caméras du monde, où je pense que M. Volodymyr Zelensky a été pris au piège. Je ne dirais pas pris au piège parce qu'il n'avait pas le choix d'y participer en réalité, parce que ce sont des personnes. C'est ce qui ressort, qu'il est tombé finalement dans le piège de Donald Trump. C'est pas son piège, dans le sens où il n'a pas le choix, il est obligé d'y être. Parce que ce sont les Américains qui financent, pour la grande partie, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'en grande partie, ce sont les Américains qui sont les premiers bailleurs de fonds, que ce soit militairement, que ce soit en termes d'argent, de cash d'abord, premièrement, mais aussi surtout d'aide militaire, avec des drones, avec différentes choses. Donc il était obligé d'être assis là et de se faire taper les doigts devant le monde entier, que ce soit par le président et par son vice-président, qui lui donnait en réalité, qui lui faisait comprendre que sans les États-Unis, vous n'êtes rien. Et c'est pour ça que le parallèle doit toujours être rapidement fait sur les Européens. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un chef d'État européen qui va se faire taper les doigts. Donc, en réalité, c'est toute l'Union européenne qui a été tournée en ridicule via l'action qui a été mise en place par M. Trump et M. Volodymyr Zelensky. En réalité, on voyait un Volodymyr Zelensky qui avait la tête baissée et qui se faisait gronder comme si c'était un élève de la maternelle par ses maîtres en réalité. Et c'est le cas, ce sont, on va dire, ses maîtres dans cette quête-là, plus que ceux qui financent. Donc voilà, on était un peu dans ce simulacre-là. Un symbole, Maki, un symbole de l'Union africaine, de l'Europe plutôt, qui va quémander l'aide américaine, vous partagez? Un symbole de l'Union européenne qui a perdu face à Trump, en tout cas dans ces séquences-là. Et est-ce que cette séquence va se répéter dans d'autres occasions? Si c'est le cas, vraiment, l'Union européenne a perdu complètement face à l'Amérique dans ces situations. Néanmoins, quand même, Zelensky, Zelensky avait le projet justement de confirmer le financement américain. Il avait tout intérêt à être présent, tout intérêt à accepter des réprimandes, entre guillemets, parce que c'est l'Amérique qui, autant que l'Europe, avait financé la guerre contre Poutine, mais aussi, je pense qu'il est conscient que l'Europe l'avait relativement un peu poussé dans ces situations au démarrage, puisque l'Europe a un peu utilisé le territoire ukrainien pour faire peur à sa frontière, à la Russie. Et ça, ce n'était pas véritablement Biden, même si Biden a participé, c'était l'Union européenne qui voulait agrandir son territoire, je ne sais pas, en tout cas garder un territoire ferme par rapport à la Russie, et cela ça a contribué à monter les enchères par rapport à la Russie. Donc Vladimir Poutine subit les conséquences d'une politique qu'il avait acceptée et qui est d'ailleurs l'argument principal des pays qui ne soutiennent pas la condamnation de la Russie. Je pense que le gros problème qui s'est posé pour l'Ukraine et pour Volodymyr Zelensky, parce que vous savez, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, il n'y avait que cette guerre-là dans les journaux, c'est-à-dire que malheureusement on est dans un monde où il y a la hiérarchisation des conflits, on oublie le conflit de la RDC, on faisait plus le focus, par exemple, je prends un exemple avec le conflit de la RDC, on faisait plus le focus sur la guerre en Ukraine, en tout cas au départ. Et au fur et à mesure, on a commencé à se rendre compte qu'il y a donc cet enlisement du conflit. Et il y a eu un conflit qui a émergé, c'est celui d'Israël
contre la Palestine. Qui a été relancé plutôt. Voilà, qui a été relancé, oui, effectivement, qui a été relancé parce qu'il n'a pas surgi, parce qu'il est là depuis longtemps. Mais il y a eu donc cet acte qui a été posé par, soi-disant, la Palestine, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a fait en sorte que ce conflit revienne maintenant au devant de la scène. Ça veut dire que le conflit ukrainien et Volodymyr Zelensky, en réalité, ce qu'il a tenté de faire, parce que vous vous souvenez, il était sur tous les plateaux télé, il était partout au début du conflit, il a continué par la suite. Oui, en termes de communication, il a vraiment misé, il a incarné le conflit à l'image. Exactement, il était partout, au G7. En treillis notamment. Tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son conflit a commencé à perdre de la vitesse parce que les Américains ont commencé à se rendre compte que ce conflit qu'on devait régler rapidement, et aussi du côté russe, qu'on devait régler rapidement, commence à nous enliser et ça commence à devenir un gouffre financier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant sa campagne, Donald Trump a dit que Volodymyr Zelensky est le plus grand homme d'affaires du monde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il arrive aux États-Unis, il repart avec 60 milliards. Donc en fait, ça démontrait bien qu'il y avait déjà de la part des Américains une perte de vitesse par rapport à ce conflit-là. Et le conflit en Israël émergent. Donc on avait donc ce changement de direction mondiale des médias qui se tournaient plutôt vers ce conflit. Et le fait aujourd'hui qu'il y ait eu cette réprimande, en réalité, c'est une bonne chose pour le président Volodymyr Zelensky. Pourquoi ? Parce que ça le remet de facto au devant de la scène. Et s'ils avaient besoin de le faire de cette façon-là ? Il n'a pas d'autre choix de toute façon, parce que les nouveaux maîtres les maîtres du monde, la nouvelle personne qui dirige, entre guillemets, ce monde d'une certaine, je mets entre guillemets, c'est M. Donald Trump. Donc il était obligé de jouer le jeu de Donald Trump pour continuer à avoir des financements. Si c'est que, moi je vous le dis, si Donald Trump l'appelle chaque semaine pour le gronder comme ça, et lui donne aussi 60 milliards chaque semaine, il sera là. Parce qu'il en a besoin, parce qu'il a compris, juste pour faire le parallèle et terminer avec ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'Europe n'a aucune solution pour lui. L'Europe militairement est affaiblie. Donc ils ont besoin des États-Unis pour pouvoir continuer cette guerre. Et malheureusement, il sera obligé, si jamais les États-Unis et la Russie trouvent un consensus ensemble, ils seront obligés d'accepter en réalité ce qui va découler de cette négociation. Maki. Oui, M. Zelensky est tout à fait dans son rôle de venir au rendez-vous que lui donne le président américain. C'est le moins qu'il puisse faire avec les 300 milliards, ils ont dit 300 milliards d'aide qu'il avait reçu. Et il sait qu'un jour ou l'autre, ça doit s'arrêter, puisque ça coûte quand même sur le budget américain, qui est le pays le plus endetté au monde. Si ce n'était que le dollar est la référence monétaire pour toute la Terre, et les États-Unis n'auraient pas pu continuer à maintenir ce rythme de dépenses en Ukraine. Donc, Vladimir Poutine est conscient, pas Vladimir Poutine, Zelensky est conscient du fait qu'il faille négocier avec les États-Unis. Et aussi, il est conscient que l'Europe a, comme vous dites, a atteint ses limites. Il commence à peine l'Europe à se rendre compte qu'en fait, le parapluie américain n'était pas éternel. Et cette prise de conscience aussi est une conséquence de ce que Donald Trump leur fait subir. Alors effectivement, il y a aussi un point très important, c'est que vous voyez, l'Ukraine et l'Europe et les États-Unis du temps de Biden se mettaient dans la position de dire que la guerre qui est faite, c'est une guerre de liberté. C'est-à-dire que nous sommes les pays de la liberté, nous allons combattre les mauvais Russes, les méchants Russes. Donc ça, en fait, c'est la presse qui a été, entre guillemets, le paradigme a changé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit les Américains, d'abord, qui sont dans nous sommes les combattants de la liberté, nous amenons la communauté internationale à penser que Vladimir Poutine est méchant. Nous on se rend compte effectivement, et ça revient un peu sur ce que vous avez dit, que le monde a changé. On n'est plus dans un paradigme où les Américains et les Européens vont sauver le monde. Nous sommes dans un monde maintenant globalisé. C'est-à-dire que chacun regarde midi à sa porte, ce qui veut dire concrètement que chacun regarde où il y a ses intérêts maintenant. Si ton intérêt est tourné vers la Chine et la Russie, en tant que nous, par exemple, pays africains, pour beaucoup, c'est-à-dire que la Chine, et la Chine en tout cas investit énormément et ils sont alliés de la Russie, ce ne sera plus le consensus qu'il y avait où il y a peut-être 25-30 ans, où on était tous d'accord que les États-Unis et les pays occidentaux, entre guillemets d'accord, étaient les combattants de la paix. Maintenant, ça devient plus compliqué de maintenir une guerre comme celle-là sur le long terme avec l'adhésion de l'ensemble de la planète. Pourquoi ? Parce que nous sommes maintenant dans un monde mondialisé, où chacun va décider si le conflit l'intéresse ou pas l'intéresse.
Si l'intérêt des Américains, qui du côté des Américains, est intéressant pour eux, ils le seront. C'est le cas des Européens, même si la guerre se passe en Ukraine. Mais on voit bien le ricochet qui est fait avec les États-Unis. Et pour d'autres pays du Sud global, comme on l'avait évoqué, si on se rend compte que finalement, nous avons plus intérêt à être avec la Chine et la Russie, ou on n'a pas plus d'intérêt, mais bon, on ne voit pas trop pour quelle raison on sera avec l'Europe. Et puis on l'a vu dans l'évolution justement de la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vous l'avez dit au début, il y a eu un rétropédalage. Au début, il y avait une relation complaisante. Là, aujourd'hui, ça date du 30 mars. Le président Donald Trump, il menace une nouvelle fois d'imposer des taxes, notamment sur le pétrole russe. Qu'est-ce que ça traduit de cette évolution de relation ? Je crois qu'il Donald Trump veut aussi montrer à la Russie qu'il ne faut pas non plus toucher les intérêts américains côté russe, puisque... C'est un changement dans sa politique étrangère sous sa présidence? C'est une mise à jour. Jusqu'à là, il voulait d'abord montrer à l'Europe qu'il peut passer outre l'Europe. Et deuxième étape, il montre à la Russie aussi qu'il peut passer outre la Russie et lui imposer à elle, la Russie, les volontés de l'Amérique sur le pétrole, sur également les frontières, puisque cette région du Donbass fait partie d'un sujet qui va toujours être abordé à terme par la Russie et les États-Unis. Cela montre néanmoins qu'au milieu, il y a un perdant qui est l'Union européenne, et cela aussi montre combien l'Union européenne et les États-Unis sont mis en minorité dans cette aventure de guerre, puisque c'est contre eux qu'il y a une mobilisation en extérieur. Peu de pays soutiennent Trump, mais aussi peu de pays soutiennent la Russie dans le front de l'attaque contre Zelensky, même si la Russie a un soutien des pays de l'Asie et de l'Afrique dans le cadre de BRICS, parce que c'est l'anti-Occident, entre guillemets, et cela aussi crée un autre niveau de conflit stratégique entre les continents. Alors, juste pour revenir, je pense que sur la question, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que Donald Trump travaille pour les États-Unis. Quand je dis travaille pour les États-Unis, c'est surtout il travaille pour sa base électorale. Sa base électorale, c'est America First. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui certaines choses et demain on revient dessus. Pourquoi ? Parce que ça n'est plus intéressant pour nous. Donc en fait, ils sont vraiment dans cette démarche-là. Il est vraiment dans cette démarche-là et ça s'est vu même dans ses campagnes électorales. Lorsque vous regardez les campagnes électorales de Donald Trump, que ce soit celle de 2016 ou que ce soit celle de 2024, on se rend compte que c'est un personnage qui en réalité dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il va venir avec une pensée aujourd'hui et le lendemain sera changé. Même si on va dire que globalement, il y a une ligne qu'on peut essayer d'appréhender, qui est plutôt libérale et bien entendu souverainiste. Mais on se rend compte quand même, il veut montrer à chacun des États que nous, les États-Unis, nous ne sommes les alliés de personne en réalité. Nous allons seulement là où ça nous arrange. Et nous allons continuer à fonctionner de manière économique, là où il y a il y a matière à gagner en réalité, parce qu'on se rend compte que... Donc il a une logique finalement dans sa politique. Il a une logique, la logique c'est America First. C'est sa logique, c'est-à-dire que l'Amérique doit gagner. Et pour ce faire, si jamais je me rends compte qu'il y a des traités, et je pense que beaucoup de présidents africains devraient s'en inspirer, il y a des traités où nous sommes perdants, je suis capable de, moi aussi, vous taper sur d'autres aspects de nos échanges économiques pour vous montrer que l'Amérique est en capacité de décider de son destin et de décider de ses partenaires. Sur la question de la menace justement de Donald Trump d'imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe, on va essayer de faire un parallèle justement avec l'Afrique. J'aimerais savoir justement, Macky, si ces politiques elles pourraient influencer la géopolitique africaine. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions pour des pays comme le Nigeria ou l'Algérie par exemple ? Déjà actuellement, un pays comme l'Arabie Saoudite, mais aussi le Nigeria, commence à avoir plus de relations avec la Russie sur le pétrole. Et il distribue mieux les quantités de pétrole qu'ils peuvent exporter dans le monde, parce que la part russe soit peut baisser, soit peut augmenter, selon la part qu'elle exportait vers les États-Unis. Donc il y a effectivement, techniquement, il y a une conséquence sur le pétrole africain. Mais il y a aussi la possibilité pour
pour l'Afrique de profiter de cette difficulté de russe sur le pétrole, d'augmenter ses prix et donc mieux financer son économie. L'Afrique a grand besoin de financer son économie. Donc si par ce biais-là, il y a moyen de financer son économie, c'est du pain béni. Oui, Frédéric Tchoungui. Je pense qu'effectivement, l'Afrique a forcément une carte à jouer lorsqu'il y a des conflits mondiaux. Même si je pense qu'elle n'est pas dans cette logique, malheureusement, parce que en général, les grandes entreprises qui exploitent notre pétrole ne sont pas africaines. C'est Total, ce sont différents, même quand on prend l'uranium dans certains pays, même si effectivement l'AES est en train de revoir, mais l'AES, ça reste 3 pays. Même les grands ports des différents pays africains sont parfois détenus par des puissances étrangères. Donc aujourd'hui, l'Afrique, avant de penser en réalité à peser dans des conflits mondiaux, devrait d'abord penser à sa restructuration elle-même, sa restructuration politique, économique et militaire aussi. On l'a vu, sa capacité justement de résilience. On parlait tout à l'heure des répercussions avec les denrées alimentaires notamment. On a vu que finalement le continent africain s'est adapté. Il n'y avait pas assez de blé, on a fait autrement. Est-ce que ils sont allés pleurer en Russie, non? Vous vous souvenez quand ils sont partis? C'est vrai, c'est vrai aussi. Tous ensemble. Donc en fait, c'est très difficile à dire. Mais sur le terrain, on l'a quand même vu au niveau de la population, au plus bas de l'échelle, si je puis dire, les derniers maillons de la chaîne. Sur place, il y a quand même cette capacité de résilience. C'est vrai, à côté de ça, ils étaient quand même tributaires justement du blé, de... Voilà. Et ce qui est même assez particulier, parce que je pense qu'on pourrait faire cultiver du blé sur nos terres. Donc oui et non. C'est pour ça que je dis toujours qu'effectivement, avant d'abord de pouvoir peser sur les conflits mondiaux, il faudrait d'abord qu'on essaie de peser sur nos conflits internes. Oui. Un pays comme le Nigeria, pour finir sur ce point-là, un pays comme le Nigeria, elle avait proposé, quand il y a eu le débat sur le franc CFA, la proposition du Nigeria, c'était nous allons créer ensemble une autre monnaie, l'ECO, auquel je participerai, mais pas l'ECO voulu par la Côte d'Ivoire et la France, mais un ECO authentique, un ECO qui était voulu par le pays africain. Et dans ce cadre-là, le pétrole nigérian, mais aussi l'économie nigériane, l'industrie nigériane, sera une sorte de référence pour tenir le cours de cet éco. Et dans ce cadre-là, il y a tout à gagner pour le pays africain d'avoir un pétrole moins cher localement. Et cela est faisable, même si, comme vous dites actuellement, le pétrole nigérian est géré par des compagnies étrangères. C'est une stratégie de moyen terme qui fera que le pétrole sera géré par les compagnies locales. Il y a déjà une gestion pétrolière, une raffinerie locale qui existe, même si elle ne couvre pas tout le pétrole nigérian, mais c'est dans cette voie-là qu'on va. Et si les pays africains entrent dans la monnaie unique avec le Nigeria, alors c'est vraiment une nouvelle donne qui peut se mettre en place. Merci Maki. Sur la question justement de l'Europe, on en a parlé tout au long de l'émission et l'affaiblissement du continent. Je voudrais qu'on comprenne un petit peu les rapports de force et quelle suite justement. On parle beaucoup de la Russie, le repositionnement sur la scène géopolitique mondiale, Trump qui se positionne en homme fort dans le processus de médiation. Quelle suite justement pour l'Union européenne aujourd'hui qui se sent un peu lésée finalement et affaiblie sur la scène internationale? C'est très difficile aujourd'hui de se retrouver dans la position de l'Union européenne. On se rend compte que malheureusement pour eux, ils n'ont pas fait les investissements nécessaires pour pouvoir être capables de faire face à un conflit de cette ampleur qui requiert d'importants moyens sans avoir le soutien des Américains. Pourquoi? Parce que depuis la sortie des indépendances, je veux dire à peu près des indépendances, enfin surtout la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a un peu délaissé en réalité sa sécurité aux États-Unis qui était partout, toujours, comme un rouleau compresseur. Lorsqu'il y avait un conflit mondial et que l'Europe était engagée, les États-Unis n'étaient jamais loin derrière. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils essaient, on l'a vu avec les différentes réunions qui se sont passées ici en Europe, ils essaient de montrer une image, ils essaient de, comment dire, c'est un peu le pompier qui arrive après l'incendie. C'est-à-dire que nous essayons de... L'Europe a un train de retard aujourd'hui sur la médiation. Tout à fait. Même au niveau militaire, surtout, ils n'ont pas les capacités de lever une armée qui est capable de faire face à M. Vladimir Poutine et son armée russe. Et surtout, nous avons l'impression qu'ils essaient de mettre en place une communication autour de M. Emmanuel Macron, le président,
pour montrer en réalité qu'ils peuvent faire front commun et faire face à cette guerre. Mais on le sait et on l'a vu avec la suite de ce qui a été donné, que si jamais les Américains ne sont pas derrière les Européens, il n'y aura malheureusement pas une résolution du conflit par les Européens. Vous parlez justement de la France qui a joué un rôle, il y a aussi l'Allemagne et d'autres pays européens finalement qui ont critiqué d'une même voix la position de Donald Trump vis-à-vis de la Russie. Est-ce que ça peut créer, Maki, une fracture encore plus profonde dans la relation américano-européenne, et est-ce que justement on peut en arriver à un point où on peut envisager des actions indépendantes en matière de politique étrangère ? Tel que c'est parti aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que nous pouvons avoir. L'Europe va vraiment se positionner différemment des États-Unis, même si l'Allemagne est très liée avec cette base militaire américaine d'envergure, les achats de l'armement, les achats également de produits industriels. L'Allemagne est le pays le plus lié actuellement à l'Amérique. Néanmoins, l'Union européenne dans sa globalité veut exister par elle-même. L'ego européen ne veut pas être inférieur à ce qu'on voit dans l'ego américain. Et cette stratégie peut les amener à recréer une force européenne. Et puis surtout, l'Europe, ce qu'elle a comme force par rapport aux États-Unis, c'est que les dirigeants européens sont consensuels. Ils se disent, parfois ils le sont ouverts au monde. Ils ont des relations partenariales très variées, équilibrées. Ils sont, comme ils disent eux-mêmes, garants d'une démocratie, de multilatéralisme. Ce sont toutes ces valeurs qui peuvent être intéressantes aux yeux du reste du monde et qui peuvent préférer cette coopération plutôt que la coopération unilatérale, verticale à l'américaine, même si les dollars sont de l'autre côté. Néanmoins, une certaine politique consensuelle, une certaine politique multilatérale est plutôt en faveur de l'Europe. Cela peut jouer en faveur de l'Europe, je crois, dans la relation internationale. Vers qui sont nés justement, Frédéric ? En tout cas, les Européens aujourd'hui n'ont pas les capacités de gérer ce conflit et malheureusement, malheureusement, ça va être de moins en moins. On se rend compte que au-delà de ce conflit ukrainien, il y a déjà, on voit la perte de vitesse de l'Europe. D'abord en Afrique, c'est dans ses anciens précarés. On voit qu'il y a dans de nombreux espaces mondiaux maintenant, les Européens ne pèsent pas réellement dans les conflits, sans les États-Unis. Donc tant qu'ils délégueront leur autorité aux États-Unis pour gérer les gros conflits, ils seront toujours dans cette infantilisation et ça ne sert à rien de mettre en place les réunions qu'ils ont mis juste pour montrer au monde que nous faisons front commun, si derrière vous n'avez pas les outils pour régler le conflit. Si aujourd'hui, on va parler de manière factuelle, si aujourd'hui il y a un retrait des États-Unis du conflit de l'Ukraine, la Russie va prendre l'Ukraine en moins d'1 an. Ça c'est clair et net. Pourquoi ? Parce que au niveau de la capacité militaire, les Européens n'ont pas la capacité de projection nécessaire. Ils ont parlé de différents chiffres lorsqu'ils parlaient d'envoyer des militaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ils ont pris un cas de figure hypothétique. Si on envoie des forces militaires sur le front, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez nombreux d'abord. Finalement, on en revient vraiment à la problématique de base. Aujourd'hui, les États-Unis jouent un rôle clé dans la résolution de ce... Un rôle central. Maki, c'est ce qui va se passer. Sans les États-Unis, vous rejoignez... Oui, pour l'instant, donc, sans les États-Unis, l'Europe ne peut pas aller plus loin que ça sur le plan militaire. Mais ils ont pris conscience, en tout cas, cette guerre a permis que l'Europe prenne conscience de ce qu'elle doit prendre en charge sa défense et s'organiser. Et c'est ce qui va se faire. Et on le disait un peu plus tôt, pour clôturer un petit peu cette émission et essayer de faire un parallèle toujours avec l'Afrique. Donc on le disait, l'Union européenne et l'OTAN aujourd'hui qui soutiennent l'Ukraine, ils se retrouvent dans une position délicate. Je pense que vous avez déjà étayé votre position sur le sujet, mais pour vous, le continent n'a pas de rôle à jouer quand on prend la position des BRICS avec l'Afrique du Sud aujourd'hui. Est-ce qu'une union commune du continent africain peut conduire à... Oui, une union commune, ça c'est sûr. Si jamais le continent africain se met dans une posture où il souhaite faire front commun et parler d'une seule et même voix, oui, effectivement, nous avons la possibilité de peser sur des conflits. Non pas militairement, non pas politiquement, mais économiquement, mais déjà en termes de posture. Et c'est pour ça que je reviens à ce que les Européens ont fait. Ils n'ont pas la capacité, mais rien que le fait d'être unis
et de le montrer à la télévision que nous faisons cause commune et nous avons une direction commune, faites en sorte qu'on va les prendre plus au sérieux. Nous n'avons pas ça. Nous avons énormément de disparités au sein du continent. Nous sommes totalement divisés déjà au sein même des régions économiques. Je ne parle même pas de l'ensemble du continent, même intra-économiquement déjà, nous avons des problèmes. Je parle de l'AES et la CEDEAO. Donc, si on veut un jour pouvoir peser sur les conflits, d'abord faire front commun, donner les outils à peut-être une Union africaine ou une autre organisation qui nous représenterait tous, de pouvoir parler d'une seule et même voix. Et je pense qu'à partir de là, c'est le début, mais nous en sommes encore très loin. Macky. Je crois que c'est ça. Donc l'Union africaine, excusez-moi, a ses cartes à jouer. Et simplement, il faut qu'elle prenne conscience qu'il y a besoin d'une union au niveau continental, au moins au niveau des régions, trouver des accords par région. Et cela fait partie des grands débats qui existent. L'Union africaine aujourd'hui, je pense, en voyant ces documents officiels en ligne, il y a quand même cette volonté de faire les choses de cette façon, de créer une union, même si la réalité n'est pas encore au rendez-vous. Il y a quand même une conscience des régions africaines pour aller exister, montrer que économiquement, comme vous disiez, on a les moyens de peser sur l'international, mais également aussi politiquement, de plus en plus, puisque la stratégie des BRICS et du Sud global autour de l'Afrique du Sud et du Nigeria crée une puissance africaine montante. Et on suivra évidemment de très près l'évolution de ce continent africain en effervescence et qui tente justement de se rallier à une unité nationale, et l'évolution évidemment de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Frédéric Tchoungui, merci d'avoir été parmi nous. Macky Oumed-Gaba, merci également pour votre analyse pertinente. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.